Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le deuxième épisode de la seconde saison. Et pour ce faire, j'ai décidé d'inviter Léa pour un thème sur l'espace. Donc bonjour Léa. Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire un thème sur l'espace et on va aborder différents thèmes finalement sur le sujet de l'espace. Donc dans un premier temps nous allons parler des débuts de l'espace avec les événements un peu historiques on va dire de l'espace. Dans un second temps l'avenir de l'espace et les avancées technologiques de l'espace. Et dans un dernier temps la photographie spatiale. Et donc voilà. Donc vraiment c'est les thèmes qu'on va aborder, mais je tiens toujours à le préciser, c'est vrai que j'ai rarement précisé ça, c'est que c'est vraiment des thèmes qu'on va aborder, mais faut pas vraiment rester focalisé là-dessus. On va vraiment partir un peu, c'est vraiment juste pour pas nous faire partir trop loin, parce que c'est déjà arrivé, et comme ça on essaye d'un peu genre organiser le podcast. Voilà. Donc avant que nous commençons le vif du sujet, et que nous commençons le premier thème, déjà présente-toi, qui es-tu finalement? Du coup je m'appelle Léa, je suis en première générale et ça se passe bien. Ça se passe bien. Et l'espace? Et l'espace, pourquoi ça t'intéresse? En fait ça m'a toujours un peu attirée quand j'étais petite et c'est vrai que ces dernières années avec on va dire les cours j'ai appris énormément de choses et ça a fait que ma curiosité elle s'est développée et que je me suis dit, je me suis vraiment passionnée à l'univers. Voilà. D'accord, oui, mais c'est très bien parce que c'est vrai que l'espace c'est vraiment une passion qui est très admirable, j'ai envie de dire, parce que c'est une passion où il y a toujours des choses à voir finalement. On peut toujours accroître nos connaissances. Et donc voilà, petite nouveauté encore une fois qui va commencer, c'est la question du président invité ou nouvel invité. Donc Shadé nous demandait comment te sens-tu finalement pour ce podcast et est-ce que tu es pressé de ce podcast? Je suis stressée on va dire un peu parce que je sais pas, j'ai jamais parlé comme ça à un micro. T'as déjà écouté les podcasts de Chillcast? Mais le faire, c'est pas la même chose du tout. C'est différent. Être acteur n'est pas la même chose que être spectateur. Exactement. Wow. Non mais c'est vrai, mais après moi ça me fait plaisir parce que je t'avoue, la plupart des invités, ils n'avaient pas forcément écouté les podcasts, donc ça me fait plaisir aussi d'avoir une auditrice en soi qui fait un podcast. Ça me fait plaisir. Bon, eh bien merci beaucoup pour cette très bonne introduction. Nous allons pouvoir commencer avec du coup les débuts de l'espace. Donc toi, tu catégoriserais vraiment que l'étude de l'espace elle a commencé quand? Je dirais avec quel événement? Sur Terre ou le début de l'univers? Ouais, un peu ça, ouais, l'univers. Début de l'univers? Ouais. Alors, on sait qu'avec à peu près les études qu'on a fait, les recherches, les choses qu'on a trouvées, avec la vitesse de la lumière, on catégorise que le début de l'univers c'était avec le Big Bang. D'accord. Il y a environ 13,5 milliards d'années en tout cas. Ouais. Et on ne sait pas encore s'il y a un déclencheur qui a fait que le Big Bang s'est produit ou si juste ça s'est produit comme ça. D'accord. Ça c'est encore un mystère. Il y a même beaucoup de choses parce que on n'est pas il y a des théories qui pourraient contredire que le Big Bang, il y avait autre chose avant. Plutôt plein de choses comme ça. Ouais, c'est un peu le flou à ce moment-là, donc c'est... encore aujourd'hui c'est flou, même si on a quand même beaucoup de choses qui disent que oui c'était il y a tant de temps. Mais c'est fou quand même de se dire qu'on a réussi à trouver il y a 13,7 milliards. Après c'est relatif, oui. C'est approximatif. Bien sûr. On n'a pas été là. Et... Oui, mais bien sûr. Et l'événement historique où l'humain était là et vraiment que tu catégorises toi finalement de déclencheur à cette passion de l'espace, à cette vraiment que les gens s'intéressent à l'espace. Tu dirais que c'est quoi l'événement? Je pense que l'humanité elle s'est toujours intéressée d'une certaine manière. Déjà les premiers hommes avec les homo sapiens, je sais pas, je pense qu'ils n'avaient pas ça à faire de regarder en haut, mais quand même il y avait une histoire de la nuit, il y a des petits points quand même qui brillent dans le ciel, c'est bizarre. Ça s'est accroît, on va dire, l'observation, tout ça, ça a été vraiment genre avec les Aztèques, je pense. Là on a beaucoup de, historiquement,
avec les... comment on appelle ça déjà archéologues. Les archéologues, ouais. Qui ont retrouvé énormément de choses. Ah, je savais pas du tout. Bah, ils ont retrouvé... Il y a toute une histoire où comment les pyramides... Enfin, leurs pyramides, elles étaient... Parce que les Aztèques aussi ont des pyramides. Hein. Oui, oui, avec les temples aztèques, oui, exactement. Leur temple, je sais plus où, pyramide, quelque chose comme ça. Et il y a une histoire de oui, c'est d'une certaine manière, ça a été construit pour l'espace. Certains, non, pas pour l'espace, mais dans un certain angle pour leur calendrier, tout ça. Ah, d'accord. Je suis pas du tout, enfin, je connais pas vraiment trop, mais oui, je me rappelle il y avait un truc comme ça. D'accord, ok, mais c'est plutôt intéressant. Et toi, est-ce que t'as déjà regardé, je sais pas, des décollages de fusées finalement qui t'ont vraiment intéressé parce que je sais pas, moi l'espace ça fait je raccorde vraiment ça un peu un niveau maternel, tu sais, genre fusée, etc., étoiles. Je sais que bien sûr maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est quand même plus que ça, mais est-ce qu'il y a des vidéos par exemple que t'aimes bien regarder? Là j'avais noté par exemple l'unissage du coup de Neil Armstrong sur la Lune. Ouais. Et donc ça, tu t'es intéressé du tout à cet épisode ou pas du tout Avec, tu veux dire Apollon? Oui, exactement. Ouais. Ok. J'avais pas totalement compris. Oui, ok. Apollon, oui. Alors la mission, ça a été un moment de l'humanité où là, il y a eu énormément d'avancées. Ouais. Et c'est là où c'est un peu rentré dans l'histoire, je pense, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Ok. Bah c'est ça. Où du coup le premier homme qui marche sur la Lune, les premières avancées avec le premier homme dans l'espace, bon ça c'était avant le premier homme. Bien sûr. Ouais, il y avait aussi il y avait un chien qui était venu aussi. Ouais, en plus si c'est les soviétiques ou les américains. C'était Leica qui s'appelait je crois le chien. J'ai ça en tête, je sais pas pourquoi mais. D'accord, et toi du coup tu catégoriserais ça vraiment d'événements qui a vraiment fait avancer l'espace? Il y a une différence entre la recherche et l'exploration spatiale. Waouh. Donc on va dire ce qui a fait l'exploration spatiale à ce moment-là, c'est là où il y a eu le plus de... Oui, de changement, d'avancée. Ouais, d'accord. Donc c'est là où ça a marqué l'histoire. Donc vraiment, je pense, quand on pense spatial, on pense directement l'homme sur la Lune, les fusées, oui, bah oui, les satellites. Bah oui, c'est ça. Du coup, oui, tout le monde pense à le premier homme sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz. Alors, je t'avoue, à part Neil Armstrong, il n'y a que lui que je vois. Mais... Ils étaient deux. Ouais, mais en fait, je pense que c'est parce que je crois que c'est lui qui est arrivé en premier, etc. Il n'y avait pas eu un. Ouais, c'est ça. Normalement, c'était Buzz Aldrin qui était censé marcher en premier, mais il y a une histoire de. Ouais, c'est Neil Armstrong qui a marché en premier. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ouais. Et du coup, ça, bah. T'étais pas encore né quand ça s'est passé du coup, ça sur la télé, mais toi, t'as certains événements que t'as pu voir, que t'as pu observer finalement directement chez toi en direct? Bah en vue du ciel, enfin juste moi regarder le ciel. Oui, bah pas forcément regarder le ciel, je pensais plutôt peut-être des lives ou je sais pas. Ah oui, ok, ouais. Bah je crois que j'avais vu une des dernières fusées Ariane 6. De l'ESA qui... je crois que c'est le décollage de la dernière D'accord. 6. Et ça date de il y a combien de temps ça? Ça fait un moment maintenant. Parce que maintenant on est passé à Ariane... Attends, j'ai dit quoi? Ariane 6 ou Ariane 5? Oula, je sais plus. Si j'ai dit Ariane... Non, la dernière chose que j'ai vue c'était Ariane 5. La dernière fusée Ariane 5. Parce que maintenant ils sont passés à Ariane 6. Ah ouais. Donc il y a eu un changement entre ça, de fusée, tout ça. Ah mais c'est vrai que les fusées ça prend, j'avais regardé un petit documentaire là-dessus, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps à être fait quand même les fusées. Ouais. C'est ouf. Bah après ça dépend aussi du fabricant hein. Oui. Parce que entre, par exemple, il y a du coup la NASA, SpaceX, on a aussi au niveau européen t'as l'ESA. Oui, et t'as aussi celui de Jeff Bezos, ouais. Je sais plus, Blue, je sais plus. Ouais. Il y avait un truc du coup par rapport à Jeff Bezos qui voulait aussi aller en espace, mais j'ai vraiment pensé du coup à ça aussi quand j'ai fait le plan du podcast SpaceX. Ouais, et bah ils ont fait une innovation quand même incroyable. C'est avec le bras qui peut être récupéré. Oui, ça c'était il y a, je crois, il y a quoi, 2 jours. Ah ouais, bah oui, c'est pour ça, je me disais aussi. Parce que oui, là dans le temps on est.
Ah bah là le podcast je pense que ça serait passé depuis longtemps quand on va être diffusé. Oui, parce que je tiens à préciser que là le podcast est vraiment différé là cette fois-ci, et là on est en octobre et il va être diffusé presque en février quoi, à peu près un peu après février, donc ouais là ça fera un peu longtemps. Ça fera un moment, mais oui, et c'est quand même, toi tu catégorises ça d'une grande avancée quand même. Ah, on va dire que c'est un exploit. C'est vrai que SpaceX, c'est vraiment une industrie qui a fait changer encore tout ce qui est industrie spatiale, parce que ils n'ont pas du tout la même manière de fonctionner que ce qu'avaient les autres entreprises comme la NASA. Et on peut parler du coup d'une industrie pour l'espace, etc. Bah là, ça tourne plus sur industrie, je crois. Parce que... Non mais c'est vrai que d'un œil extérieur, c'est vrai que je pense que les personnes, et je m'inclus dedans, on pense vraiment plutôt à la NASA, etc. Là c'est quoi le niveau européen? C'est l'ESA. L'ESA, j'en ai jamais entendu parler, mais je pense aussi je pense que NASA, je sais pas ça... Oui, ça sonne tout de suite film Hollywood. Exactement, c'est ça, je vais pas mentir. Et toi, du coup, un peu plus, on va dire personnel, toi, t'aimerais bien faire des études dans l'espace ou pas du tout? Alors, je pense me diriger là-dedans. Ah ouais? Ouais. Et faire, du coup, pour déboucher sur quel métier, tu penses? Alors, je sais pas du tout encore. En fait, je suis encore en train de chercher parce que j'ai fait un stage, avec le stage de seconde qu'on a pu faire. Le fameux. J'ai pu faire un stage à l'ESA. Oui, c'est vrai, j'avais vu, oui, mais je savais pas ce que c'était à l'époque. Donc voilà, c'est quoi ça? C'est l'agence européenne spatiale. Et j'ai pu découvrir énormément de métiers juste dans l'entreprise. C'est super. Et il y a tout plein de choses où vraiment, genre, ça peut partir de la géologie, des astéroïdes, tout ça, à juste concevoir une fusée, ou juste être la personne qui dirige des équipes, quoi. D'accord. Enfin, juste l'entreprise, elle englobe tellement de choses. Mais vraiment, moi, je pense, si je devais me diriger, ce serait peut-être... J'aime beaucoup astrophysicien. D'accord, ok, parce que c'est vrai que génial. Beaucoup de personnes, quand on pense à l'espace, on pense directement à astronaute, seulement astronaute. Mais il y a des personnes de toute façon qui sont là, je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, tu vas peut-être pouvoir démentir ces mythes aussi, que souvent dans les films on voit quand il y a l'atterrissage, on voit vraiment une foule de personnes qui sont sur leur PC, etc. C'est vrai, tu penses? Enfin, c'est vrai ou pas ça? Ah bah il y a tous les ingénieurs qui travaillent. Alors, ils sont pas tous sur leur PC, parce qu'il y en a, ils ont travaillé avant et juste le jour J, eux, ils ont plus rien à faire. Ils regardent juste. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils profitent. Voilà. Mais c'est vrai que pendant l'atterrissage ou le décollage d'une fusée, d'un lanceur, il y a énormément de gens qui sont acteurs, parce que il faut toujours vérifier, revérifier. Avant de faire quelque chose, faut toujours que toute l'équipe, enfin pas toute l'équipe forcément, mais il faut que ce soit... Au millimètre. Ça, vraiment que ça soit très précis, très minutieux, très rigoureux. Ouais, par exemple, quand il y a un lanceur qui est lancé avec par exemple un satellite, il va avoir des calculs, même pendant qu'on lance, parce qu'il faut toujours vérifier. Oui, mais parce que imaginons il y a un décalage avec le vent juste de quelques mètres, ah bah faut refaire les calculs. C'est tout le temps. Ah bah ça doit être des calculs très compliqués, donc j'espère que t'as pris ce PEMA du coup. Oui. Mais après c'est les machines qui les font. Oui. L'homme il est là pour assister la machine. Bah c'est un peu... Après là ça sera un thème un peu plus grand, un plus grand thème. Encore là. La problématique, est-ce que l'humain va être dépassé par les machines? Mais ça sera peut-être un autre sujet de podcast. Mais c'est vrai que faut pas oublier les gens un peu de l'ombre, on va dire, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à Neil Armstrong, Thomas Pesquet, etc. Mais peut-être que faut peut-être aussi remettre leur gloire aux personnes qui ont vraiment presque tout fait en soi, parce que en soi je ne minimise pas du tout le travail les travaux des astronautes, mais on va dire que eux, malheureusement ils ont toute la gloire, alors que les petits ingénieurs et tout qui
qui sont là, qui travaillent et tout, bah ils ont pas leur gloire finalement. Mais toi je sais c'est sûr qu'il va être très compliqué, mais toi tu penses c'est quoi qui est le plus compliqué, être astronaute ou être ingénieur? Alors être astronaute, parce qu'on se rend pas compte, mais les astronautes ils ont une charge de choses à penser et à faire. Ça prend combien de temps Ça prend combien de temps une mission Ah, ça dépend de la mission, mais déjà avant d'être astronaute, Ah oui, parce qu'en fait on pense souvent que astronaute c'est un métier, mais en fait il faut faire 2 métiers. Avant de faire astronaute, il faut faire un autre métier, et souvent c'est je crois, les gens que j'ai rencontrés ils voulaient quasi faire tous pilote d'avion, parce que quand on fait astronaute, il faut les ailes. C'est une histoire. Je suis pas du tout renseignée là-dessus, mais ouais. C'est en fait quand t'es pilote, t'as des ailes, genre tu obtiens tes ailes. Ok, ouais. C'est une métaphore bien sûr, c'est pas. Non, genre je crois que c'est comme si tu recevais un diplôme. C'est ok pour savoir piloter un avion. Genre. Ok, oui, bah le diplôme. Ouais, voilà. Une sorte de diplôme. Ok, d'accord, parce que c'est vrai que astronaute c'est toujours le rêve, je sais pas, des enfants. On dit tout le temps, oui, moi je veux être astronaute, etc. Mais ça va être c'est des études très longues. Ah oui, c'est très long. Faut être très fort un peu dans toutes les matières, la physique, chimie, j'imagine. Oui, la physique. Faut être bon, en bonne santé. Oui, c'est ça. Oui, en bonne santé. Énormément de facteurs. Hein. En bonne santé, justement, est-ce que c'est vrai, on va peut-être démentir aussi un mythe, je sais pas du tout si tu sais, est-ce que c'est vrai qu'on peut pas être astronaute si on a déjà eu une carie? Je crois que ouais. Je crois qu'il y a une histoire comme ça avec du plomb dans la mâchoire. Enfin, pas du plomb. Ah oui. Un plombage. Oui, oui, c'est parce que oui, à l'époque, enfin, oui, aujourd'hui ça se fait plus trop, mais moi je connais certaines personnes de l'époque, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais qui ont du plomb, enfin, tu sais, pour réparer les dents, il y a du plomb, donc là, oui, je pense que c'est dû à ça. Ouais, mais ça, je sais pas. Après, j'avoue, t'imagines, je pense pas que t'as ça dans tes cours, si tu commences à travailler sur l'espace, on va pas dire c'était une carie, c'est mort. Non, mais il y a toute une histoire de vie si t'as des problèmes. La respiration par exemple, j'imagine. Ouais, je crois. Le cœur, etc. Ouais. Et faut pas être très sensible, si c'est vrai ou pas, parce que faut pas pleurer par exemple dans la combinaison, si j'ai bien compris. Parce que ce que j'ai compris, en fait, l'eau elle restera. Oui, ça oui. Et du coup, tu pourras plus voir. Il faut vraiment aussi avoir un mental d'acier. Oui, parce que tu dois te dire quand même que là, tu vas voir la Terre. Enfin, de voir la Terre comme ça, moi ça me ferait chialer. Je suis désolé, mais moi, tu vois la Terre, tu vois tout. Et c'est ce que disait Thomas Pesquet d'ailleurs dans une interview, c'est en fait que t'as l'impression que tous les petits problèmes de la vie, genre t'as raté ton bus, c'est tellement futile. Ouais, exactement. Par rapport à la Terre qui est énorme. Et en fait, le monde n'est pas si petit, même si l'expression le dit, mais le monde est grand. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Mais oui, c'est ça, on est de la poussière d'étoiles, c'est ça. Ouais. Mais toi, est-ce que t'as un astronaute que t'aimes vraiment, que t'admires un peu, qui est pas forcément connu en tête, si tu peux. Astronaute, il y a. Pour l'instant, elle n'a pas encore fait de mission, genre elle se prépare là. C'est une nouvelle. On va dire nouvelle astronaute parce qu'elle a été promue astronaute là en mai, je crois. C'est Adeline Adeno. D'accord. Et comment tu l'as connue du coup, cette personne? Bah je l'ai pas connue. Non mais. Comme j'ai dit, c'était une des nouvelles astronautes promues là cette année là en mai. Mais pour l'instant, elle a pas encore fait de mission. Elle est pas allée dans l'espace, mais elle se prépare. Aller dans l'espace. Je pense que ça mérite une longue préparation, je pense. Oui. parce qu'il y a certaines missions, ça dure longtemps. Ah oui, bah oui. Ça peut durer 5 mois des fois, non? Ouais. Bah, je crois il y a pas si longtemps, il y a des astronautes qui se sont retrouvés coincés dans l'ISS. L'ISS, ça veut dire, c'est quoi l'acronyme du coup de l'ISS? Tu l'as? Non, tu l'as pas? Non. Je l'ai pas non plus. Je crois que c'est international. Oui, International Station Space. Peut-être un truc comme ça. Ça se trouve, c'est totalement ça. Hein, à tout moment. Des moments historiques qui arrivent finalement pour l'espace. Ouais. Et c'est bien, je pense. Ouais. C'est plutôt positif. Donc merci pour cette première partie. Nous allons passer maintenant aux avancées et l'avenir de l'espace. Alors les avancées, c'est vrai qu'on en a un peu déjà parlé. Mais moi, je partirais plutôt sur l'avenir. C'est vraiment un truc qui m'intéresse sur l'avenir de l'espace. C'est est-ce que tu penses que, c'est à titre personnel, hein, c'est pas au niveau des études, etc. T'inquiète.
Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra habiter sur une autre planète que la Terre? Alors, il y a énormément de choses, enfin, il y a énormément de films, de fiction, on va dire, sur tout ça, on sait, hein. Mais je pense que un jour peut-être on pourra habiter sur Mars. Mais par contre ce sera à certaines conditions. Ce sera je pense faudrait d'abord que les gens se disent que on va rester sur Terre d'une certaine manière. Parce que Mars, oui, en plus on a découvert qu'il y avait de l'eau en profondeur il n'y a pas longtemps sur Mars. C'est génial ça. Est-ce qu'il y a une atmosphère sur Mars ou pas? Il n'y a pas d'atmosphère, c'est ça le problème. C'est-à-dire on voit l'espace du coup? Si on, en fait, non, tu vois. Enfin, ah non. En gros, si on est sur Mars, est-ce qu'on voit le ciel comme nous? Ou est-ce qu'on voit directement l'espace? Ils ont un ciel. Mais l'atmosphère est beaucoup plus petite et beaucoup moins. Il y a de l'air ou pas sur Mars du tout? Je sais plus c'est composé de quoi l'atmosphère. Mais en fait, ce qui est différent de la planète Terre, c'est qu'il n'y a pas de champ magnétique. Enfin, si, il y en a un, mais il n'y a pas de... ce qui permet de... Nous, sur Terre, tu sais, t'as tous les vents solaires. Ça amène les ultraviolets et tout. Et notre Terre, elle fait un bouclier électromagnétique assez puissant, qui fait que du coup, on ne se reçoit pas, nous, en pleine gueule, les humains. Tout ce qui peut faire qu'il n'y aura pas de vie sinon. D'accord. Et sur Mars, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. Mais parce qu'il faut quand même y penser, parce que le problème, c'est que du coup, c'est dans, je sais pas du tout, c'est dans combien de temps, le soleil qui va exploser. C'est pas à l'échelle humaine, c'est pas à l'échelle de l'humain. Tu penses que... De l'humanité. J'ai une question, est-ce que tu penses que quand le soleil explosera, est-ce qu'il y aura encore l'humanité? Non, je pense que... Soit on sera peut-être parti, soit... déjà parti, on sera déjà parti, c'est-à-dire dans une autre planète? Alors, soit il y a peut-être... Enfin, c'est que des théories, hein. Après, je suis pas là pour dire qu'on va faire ça ou que ça va se produire. Mais soit on aura trouvé une solution pour quitter de notre système et rejoindre un autre système avec d'autres choses qui nous permettraient de compenser à nos besoins. Mais je pense... sinon on sera éteint. Puis, triste réalité. Enfin, puis c'est pas... Je pense on a encore le temps pour se demander ce genre de questions. Ouais, c'est sûr. Si on regarde l'humanité, elle est pas si vieille que ça sur l'échelle de l'univers. Alors on va dire qu'elle a 2000 ans, on va dire... C'est rien. Ouais, c'est rien par rapport à 13,5 milliards d'années. C'est rien. Non, mais alors que pourtant des fois t'as l'impression que la semaine dernière c'était il y a des années, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Des fois il y a des échelles du temps qui sont vraiment... Ah ça, le temps c'est... ça fait pas... Enfin, ça fait partie de... On va dire ça fait partie de l'univers de l'espace. Hein. Le temps passe. La relativité, tout ça. Ça fait penser au podcast sur la nostalgie d'ailleurs. Non mais c'est vrai que j'ai pas... Là le fait qu'on pense beaucoup au passé, etc., c'est vrai que ça peut être... Enfin, j'ai l'impression que je peux l'associer à l'espace d'une certaine manière. Oui, parce que le temps fait partie de nous. De l'espace aussi. Oui. Tu connais ou pas du coup tu connais la gravité. Oui. Et Einstein. Oui. Voilà. Quand même. Cette théorie, la relativité du temps et tout ça. La gravité déforme le temps. C'est complexe. C'est très complexe. Même moi je galère un peu. Tu vas y arriver. En fait je saurais pas expliquer vraiment, je pense qu'il y a tellement... Il y a beaucoup plus de personnes mieux qui expliquent ça. Mais t'inquiète pas, ça. Regardez une vidéo. L'avenir de l'humanité, tu penses que déjà, est-ce que si on fait rien,
est-ce que ça peut avoir des répercussions sur l'espace? Si on fait rien niveau pollution, etc. Est-ce que ça peut avoir des impacts? Je pose cette question par rapport déjà au nombre de déchets qui sont tout autour de la tête, de la Terre, pardon. Et finalement que là, la couche d'ozone, si j'ai bien compris, elle commence à se refermer. Alors, ouais, il y a eu une histoire elle se referme. Ouais. Mais bon, ça veut pas dire que faut se reposer sur ses acquis. Mais toi, tu penses quand même que là, c'est vraiment important quand même qu'on... Ah oui. Oui. Ça c'est. Enfin là on part sur tout ce qui est écologie, tout ça, mais c'est vrai que l'industrie de l'espace, tout ça, c'est très 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 polluant. Et dans les années à venir, c'est un enjeu majeur, c'est réduire l'empreinte carbone, écologie, tout ça de l'industrie spatiale, parce que c'est désastreux. On fait de grandes avancées, mais on en paye quand même les conséquences après. Ouais. Parce que du coup, oui, ça a des répercussions, cette pollution, du coup, ça a des répercussions sur tout en fait, sur la nature, avec par exemple les tsunamis, etc., les inondations, tout ça, en fait, tout ce qu'on a, en fait, c'est dû indirectement ou directement, ça dépend des choses, à cette pollution. Pas forcément spatiale, mais oui, dans sa globalité. Mais elle contribue. Non mais c'est super important d'en parler de l'écologie. C'est vrai que finalement, on n'y pense pas trop. Je pense qu'on est très dit, tu sais, on nous bassine quand on est enfant. Le soleil va mourir bientôt, faut faire quelque chose. Je sais pas quel prof t'as eu, mais... Ah non mais toujours, oui, faut faire attention. Ça va mourir bientôt. Faut faire attention aux ours polaires, tu sais, genre avec la fonte des glaces, etc. Faut faire attention. Ça, on nous le bassine quand on est petit, alors que je pense que il y en a très peu qui maintenant font vraiment attention. Moi je fais le tri sinon, mais ça va pas, je pense pas, ça a un petit impact, mais tout petit, je pense. Une poussière finalement dans cette bataille, mais c'est vrai que après moi, pour suivre la politique française, il n'y a qu'un seul parti qui gère la pollution, qui s'appelle Écologie et les Verts, que je suis très très peu à vrai dire sur le plan politique. Je les suis pas trop, je regarde pas trop leurs actualités, ce qu'ils font comme choses, mais oui, peut-être des fois les écouter sur certains projets, peut-être pas forcément sur des sujets qui touchent pas forcément tout le temps à l'écologie, mais pour l'écologie, des fois c'est bien de les consulter, consulter les personnes qui sont, on va dire, quand même plus avancées que certains sur un sujet. Mais donc toi, est-ce que tu penses qu'on est perdu ou pas? Est-ce que la pollution, on est déjà perdu ou ça va aller? Alors, après ça c'est au niveau spatial, on a énormément de satellites maintenant qui nous permettent de prévoir, qui nous permettent de consulter, d'analyser les dégâts que subissent la Terre, tout ça. Surtout les satellites d'observation. En gros, c'est des satellites qui vont prendre des photos de la Terre, qui vont prendre des données, par exemple. Ils vont être spécialisés dans quelque chose. Par exemple, ça va être... il y en a, ça va être regarder les nuages. Ça c'est un exemple qui me vient. Il y a ce genre de choses. Et eux, pour l'écologie, ils seront... Enfin, écologie. Pour le climat, en tout cas, ils sont vraiment pratiques à l'heure d'aujourd'hui. Ils peuvent aussi nous permettre, dans les régions très reculées de la Terre, voir les dégâts que peut avoir le réchauffement climatique. On parle des pôles de la Terre, principalement. Mais je pense que, de toute façon, au niveau climat, là, c'est un peu irréversible, dans le sens où on commence à entrer dans un moment où la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est améliorer nos conditions de vie futures, parce qu'on va pas pouvoir revenir en arrière pour sauver le compte à rebours qu'on a commencé à mettre, quoi. Le retour en arrière, il est pas possible de toute façon. Non. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de minimiser les dégâts, qui est un grand mot, hein, mais... D'accord, ouais, non, mais c'est important de le rappeler, c'est sûr. Donc merci pour cette seconde partie du podcast.
On va pouvoir partir à notre troisième partie, notre dernière partie sur les photos spatiales, la photo spatiale. Ouais. Est-ce que finalement, pour bien commencer cette partie, est-ce que tu as des photos, des exemples de photos qui t'ont marqué? J'espère qu'ils ont des noms. Je sais pas du tout c'est les noms des photos. Je sais plus. Je crois. Enfin, les noms sont. Je crois que ça varie des fois. Oh, d'accord. Est-ce que tu as un exemple ou pas? Bah, il y a principalement la photo de Voyager. Oula, j'ai du mal à parler. Hein. T'inquiète pas. Voyager. D'accord. Où en gros c'est la fameuse photo où on voit la Terre tout petit, un tout petit point dans une immensité noire absolue. Je sais pas si tu vois. Dans tous les cas, on le mettra bien sûr dans le réel qui sortira un peu de temps après le podcast, mais oui, du coup, c'est censé représenter quoi du coup cette photo? Bah en fait c'est la photo la plus lointaine qu'on a de la Terre. D'accord. En fait, encore à l'heure d'aujourd'hui encore? Ouais. Bon. C'est la photo qu'on a de la Terre la plus lointaine. En gros c'est un peu le selfie de l'espace la plus loin. Donc vraiment, dis-toi que la Terre c'est juste un tout petit point bleu, comme une toute petite Bille. Même plus petit, vraiment genre Poussière, un point. confetti. Voilà. Un point sur juste un fond noir. Et je crois que tu vois, je sais plus si c'est les anneaux de Saturne ou Mais des choses comme ça. question, dans l'espace, tu vois vraiment que du noir ou il y a tu vois les étoiles? Je sais pas. Enfin, je sais pas. En fait, je me demande. Non mais c'est une question où on peut, genre, si t'es astronaute, tu vas dans l'espace, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Bah, tu vois du noir. Avec. Bah, en fait, ça dépend où t'es déjà. Mais tu vois juste. Noir. Et tu vois, genre, le soleil. D'accord. Et c'est. Parce qu'en fait, quand tu commences à voir les étoiles, c'est sur Terre, c'est parce qu'il n'y a plus le soleil. Sauf que si t'es au milieu de rien dans le vide, bah, t'as pas on va dire, le fait de être dos au soleil. Ouais. Et du coup, t'as toujours la lumière du soleil qui te vient, tu vois. D'accord. Ouais. Du coup, je crois que tu vois pas tout plein de petits points. Genre, juste, tu vois genre juste une lumière qui est le soleil et puis le noir. D'accord, ok. C'était une petite parenthèse par rapport à ça, mais une question que je me posais. Mais... Et sinon, juste question, parce que là, la photo, mais en fait, au-delà d'être une photo spatiale, c'est aussi une photo qui a une certaine... qui a un certain message, en fait. Mais du coup, pour peut-être faire une autre parenthèse qu'on ouvre du coup sur la photographie en règle générale, est-ce que... qu'est-ce que tu penses qu'une photo peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut retranscrire comme une photo? Elle peut retranscrire énormément d'émotions, hein, franchement. Comme quoi, par exemple, comme émotion? Bah, là, par exemple, pour la photo de Voyager 1, ça... Je crois que... Enfin, l'émotion que tout le monde il a un peu quand il la voit, c'est... en fait, on n'est rien. Parce que pourtant, c'est encore à l'échelle de notre système solaire. La Voyager 1, il était encore dans notre système solaire. Donc la photo, c'est de notre système solaire. Pourtant, on est juste un point. Ça veut dire que on n'est pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'univers, en fait. D'accord. Donc je crois que c'est... Le sentiment, c'est genre... On n'est rien. Impressionnant. Ouais, petit, ouais, on est petit, donc c'est impressionnant, c'est surprenant. Et toi, t'as un exemple de photo, on va dire, autre que spatiale, qui t'a remarqué ou pas? Bah, je pense, il y a les télescopes déjà, Hubble, et maintenant aussi le nouveau, comment ça? Ça fait un moment qu'il est en fonction, mais James Webb télescope. Donc c'est le plus gros télescope qu'on a envoyé dans l'espace. Et qui nous sort vraiment des photos. Si vous, toutes les photos où vous vous dites oh waouh la galaxie comment elle est trop belle, ou la fameuse photo de James Webb où juste c'est une photo où tu vois quasiment, ça te fait presque la totalité de l'univers visible par lui.
ces mini-photos où tu vois énormément de points lumineux, plus ou moins. Et celle-là aussi, je crois, elle est vraiment marquante. Waouh, Ouais. c'est ouf. De toute façon, les photos qu'on a aujourd'hui des télescopes, c'est souvent soit Hubble, soit James Webb. Et toi, tu conseillerais quoi ça va être une transition pas ouf, mais tu conseillerais quoi qu'est-ce qui fait une bonne photo Pour l'espace, en règle générale? une bonne photo, C'est quoi une bonne photo? l'intention que la personne met derrière. Est-ce que tu penses qu'une photo, c'est un questionnement assez étrange, mais est-ce que la spontanéité c'est obligatoire pour une photo? Alors pour le spatial, spontanéité, genre ça va être compliqué parce que faut faire des longues pauses. C'est souvent, par exemple, pour avoir une photo de, on va dire, la galaxie qui se trouve à 8 milliards d'années-lumière, Ouais. va falloir peut-être 1 heure de temps de pause pour avoir un petit truc, pour pas quelque chose, juste l'avoir plutôt flou. Alors que dans la Terre, Ouais, sur Terre, on va dire les photos, par exemple, de rue ou ce genre de choses, t'as besoin de la spontanéité. bah, je trouve celles qui ont de la spontanéité, elles sont bien. bien, ouais. Et peut-être avant du coup de terminer cette dernière partie, est-ce que tu penses que la photographie ça peut être rapproché à la peinture ou pas? C'est 2 choses différentes. C'est deux choses différentes bien sûr, mais est-ce que tu pourrais les rapprocher ou pas? Tu pourrais les faire devenir un peu communs ou pas? Avant de finir, nous avons aussi la nouveauté de la seconde saison, c'est présente-nous ton objet qui correspond à ce thème. Ok. Donc, l'objet, c'est un livre de l'édition Larousse. Enfin, des éditions Larousse. Ça s'appelle Les guides graphiques de Larousse. Enfin, c'est une collection. Ils ont sur plusieurs thèmes. Je crois dans cette collection-là, je crois qu'il y avait aussi sur les maths. Genre physique quantique, je crois. Et donc toi, c'est sur l'espace. Ouais, voilà. Donc, c'est sur l'astronomie en 101 infographies. Il est très lent. Ouais. Je l'approuve. Il est super génial. Enfin, dedans, c'est super simple à comprendre, je trouve, parce que il y a, en fait, les infographies, c'est des dessins schémas, on va dire, et c'est simple à comprendre et c'est épuré, on va dire. Oui, donc c'est quand même bien illustré, etc. Ouais, et les définitions, les textes dedans sont simples aussi à comprendre. D'accord. C'est assez cool. Voilà. Et donc là, vraiment, c'est sur l'astronomie. On mettra la description pour l'acheter, ne vous inquiétez pas. Donc il est génial. En plus, ça va, il est abordable. Parfait. Parfait. Plus d'excuses pour pas l'acheter. Merci beaucoup pour cette présentation d'objet. Eh bien, il est temps de te remercier vraiment pour ce podcast. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de t'inviter. Parce que ça me fait plaisir de donner la parole à des gens qui écoutent le podcast aussi. Ça me fait plaisir de pouvoir leur faire changer de côté un peu pour un épisode. Et donc voilà. Donc merci encore d'avoir accepté cette invitation. Et quel est ton dernier mot pour les auditeurs? Ton dernier mot. Oh, attends. Tu connais cette question, je la pose tout le temps. Ouais, mais et à chaque fois ils savent pas. Ils font, je sais pas. Bah oui, parce que on a fait le podcast, maintenant on se dit, ah la fille, croyez en vos rêves, c'est bateau. Mais sinon, en rapport avec le podcast, sur celui-là, levez les yeux. Les gens ils lèvent plus assez les yeux. C'est très très beau, c'est magnifique, j'adore. Bah, merci encore pour cette belle finalisation du podcast. Moi je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast et de nous avoir écouté avec Léa. Nous sommes du coup au 2e épisode, donc le prochain épisode sera donc sur la mécanique avec une partie 2 avec Nathan et peut-être un invité mystère, je ne sais pas encore. Et donc voilà, merci beaucoup pour cette saison 2 qui commence bien maintenant et qui va donc continuer, je l'espère, durant 10 épisodes. Donc merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.
et écoutez Chillcast.